bonjour, merci de nous rejoindre ce vendredi. Comme toujours, tous les vendredis, espace 9h30, 11h30 pour ceux qui sont en Afrique centrale. C'est avec beaucoup de plaisir que nous ouvrons les thématiques qui vous sont proposées ce matin. Deux feront d'ailleurs l'objet de ce débat ce matin. Nous évoquerons en premier lieu la création du Fonds monétaire africain. Quel est donc l'impact de ce nouveau dossier qui s'offre d'ailleurs aux chefs d'État africains et qui, il faut le dire, est déjà pratiquement en gestation. Et la deuxième thématique nous intéresse également. Nous parlons des spéculations sur la fourniture de l'énergie électrique et les produits pétroliers. Est-ce une théorie du complot? C'est un point d'interrogation, effectivement. Nous ne confirmons pas, nous n'infirmons pas, mais nous interrogeons. Merci donc à vous de nous faire confiance. Nos panels, si bien constitués sur ce plateau, nous pouvons déjà les accueillir avec beaucoup, on va dire, avec beaucoup de plaisir. On va commencer par les anciens qui maîtrisent déjà à fond, plus ou moins à fond, ce programme, effectivement. Junior Abena et à mon extrême gauche, Junior Abena est de la société civile. Junior, bonjour. Bonjour Harold, c'est un plaisir renouvelé, malgré les circonstances qui nous amènent à débattre sur des problématiques qui concernent l'économie, qui concernent les consommateurs, qui concernent le peuple camerounais, aujourd'hui en détresse. Merci à vous de nous rejoindre ce matin. Je sais que la deuxième thématique, vous êtes plus assise là-dessus. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons y aller, il faut le dire. Nous accueillons donc notre expert du jour, effectivement, Simon-Pierre Mbida, ministre plénipotentiaire, actuellement responsable de l'antenne protocolaire et consulaire du MIRES, du ministère des Relations extérieures à Douala. Il est par ailleurs expert en politique publique et spécialiste des questions africaines. Monsieur l'expert, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Monsieur Mbena, c'est avec un plaisir partagé que je suis ici pour la première fois, parce que je n'ai jamais été à Dash TV, je découvre cette chaîne de télévision qui monte, et donc c'est un honneur et un plaisir d'être ce matin ici avec vous. Monsieur donc, le ministre, je salue donc tous les téléspectateurs et tous les panélistes qui sont avec nous ce matin. Monsieur le ministre, l'honneur nous revient de vous accueillir sur ce plateau, et surtout avec l'humilité avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Franchement dit, ça nous flatte. Alors, monsieur le ministre, dites-nous un peu, le projet dans lequel le Cameroun va également se lancer corps et bras liés, a-t-il un impact pour les pays africains? Bien sûr, ça a un impact très important. Vous savez, le Fonds monétaire africain est une ancienne idée, une très vieille idée qui remonte même à la création de l'OU en 1963 à l'époque. Les chefs d'État pensaient déjà à mettre en place un instrument de souveraineté financière pour le continent. Bon, cette idée a fait son chemin, ça n'a pas toujours été facile. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, où, effectivement, selon la programmation de l'Union africaine, le Fonds monétaire aurait dû être lancé en cette année 2023. Tout à fait. Mais nous n'y sommes pas encore. C'est dire qu'il y a beaucoup d'écueils. Parce qu'effectivement, c'est un instrument qui est en train d'être mis en place pour permettre à l'Afrique d'avoir une haute main sur son économie. En termes de macroéconomie, donc de pouvoir décider de ses politiques économiques, de sa politique financière et d'avoir des appuis directs sans ne plus être obligé de passer par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Voilà l'enjeu pour les Africains, voilà la difficulté dans laquelle nous sommes, où nous devons financer notre propre développement, notre propre économie par nos propres moyens, et c'est possible. Ça a juste besoin de la volonté politique et d'un accompagnement tout à fait opérationnel si tous les États africains décident d'y travailler ensemble, chacun selon ses capacités et ses moyens. Alors, est-ce que cela signifie l'isolement des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le Fonds monétaire international? Non, pas du tout. Il est prévu d'ailleurs que le Fonds monétaire africain, lorsqu'il sera opérationnel, puisse coopérer, collaborer avec d'autres institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. C'est prévu. Donc, on ne sera pas isolé parce que nous vivons dans un monde. C'est-à-dire que nous devons coopérer, collaborer avec nos institutions. Mais l'Afrique doit avoir sa voix au chapitre en ayant ses propres instruments en fonction de ses spécificités propres. Jusqu'à présent, sur les 55 États membres de l'Union africaine, il n'y a que 12 pays qui ont signé le texte sur le FMA. Tout à fait. Et seulement 2 l'ont ratifié à ce jour, le Cameroun et le Tchad. Or, selon les textes de l'Union africaine en vigueur, il faut 15 ratifications pour que cet instrument entre en vigueur. Se mettre en branle. Voilà. Les chefs d'État avaient déjà pensé cela. Et maintenant, la matérialisation, on est en train d'aller vers la matérialisation. Selon vous, est-ce qu'il faut y arriver? Junior Abena, peut-être également, vous souhaiterez répondre sur la question. Vous savez, nous observons ce qui se passe et puis il y a des questions qui se posent.
naturellement. On s'interroge sur la faisabilité même de ce fonds, compte tenu des pesanteurs, compte tenu de l'ensemble de mécanismes qu'il faudrait mettre en place, compte tenu même des antécédents que les États africains traitent avec eux depuis des années. C'est-à-dire à partir du moment où vous pouvez parcourir ce protocole portant sur la création de ce fonds. Vous allez comprendre qu'il y a justement le problème de comment s'émanciper. C'est-à-dire que les États africains, comment ils pourront s'émanciper face aux autres institutions comme ceux de Bretton Woods, parce que plusieurs États africains... Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, vous êtes la Banque arabe de développement. Les pays africains sont surendettés, surtout ceux qui sont sur ajustement structurel, comme le Cameroun. Alors comment quitter, je ne sais pas si c'est avec un chapeau magique qu'on va le faire, on quitte du FMI avec des dettes et on entre au nouveau fonds africain sans dette. Qui est le nôtre d'ailleurs. Pourtant, l'Union africaine est déjà même dans son essence gérée, si je peux le dire, hein, par des autres institutions. L'Union européenne est impliquée. Vous voyez même en Afrique, lorsqu'il y a des incidents, il y a des crises, il y a des conflits, on ne voit pas toujours l'Union africaine, hein, ça il faut le dire. Et la problématique du CFA pour les pays francophones, comment on sort de là? Parce que vous voulez créer une banque, vous voulez créer une structure, une méga structure. D'accord, sur le papier, c'est possible. Mais comment donc sortir pour les pays francophones que nous sommes du CFA? La problématique du CFA, ça plombe complètement toutes les bonnes initiatives. Et vous savez que c'est une initiative qui date de longtemps du président d'ancien guide libyen, Muammar Kadhafi, et que le Cameroun devait abriter le siège de cette institution. Alors comment comprendre qu'aujourd'hui, après plus de 30 ans, nous sommes toujours complètement enroulés dans cette farine où on vous dit, on va vous libérer. C'est comme le CFA récemment. En Afrique de l'Ouest, ils disent qu'ils vont créer une monnaie, on ne va pas créer, on va créer. Le président Ouattara nous sort des éléments comme des cache-textes pour dire, mais on ne peut pas s'en sortir comme ça. Actuellement, où les pays africains ont vraiment des difficultés structurelles pour régler surtout leurs dettes à l'extérieur et même la dette intérieure, s'il faut parler du Cameroun, c'est gravissime. Donc nous saluons la venue de cette institution, mais nous voyons qu'au préalable, il y a des éléments factuels qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir assurer sa pérennité et même son existence. Alors, Monsieur le ministre, vous avez vous-même vu cette inquiétude des panélistes, et il y a peut-être le doute à dissiper là-dessus. Maintenant, le texte prévoit que lorsque on contribue à hauteur de 3,5% du capital du fonds, on est également membre permanent du conseil d'administration. Vous voyez? Ça, c'était pour encourager les uns et les autres, mais enlever l'idée de veto. Bon, vous comprenez donc que lorsqu'on cite les pays, je vous dis qu'il n'y a que 12 pays qui ont signé le texte, mais pas encore ratifié. Il n'y a que 2 qui ont déjà ratifié. 2 qui ont ratifié. Il n'y a aucun de ces grands pays. Vous voyez? Dont nous citons tout à l'heure le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, aucun de ces grands pays. Voilà. Vous voyez? C'est pour dire que le consensus qui a été obtenu à Malabo, lorsqu'on a adopté les textes, bon, c'était un consensus politique. Maintenant, de passer aux vraies choses, parce que c'est le pouvoir. Ce sont des États qui veulent continuer à avoir le pouvoir, même sur leurs frères africains. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Donc, pour qu'on comprenne où sont les enjeux, l'Union africaine a prévu la création de 3 institutions financières, c'est-à-dire le Fonds monétaire africain dont nous parlons, il y a la Banque africaine d'investissement dont le siège est à Tripoli, en Libye, que beaucoup de gens confondent avec le FMA. C'est ça qui intéressait Kadhafi, la Banque africaine d'investissement, et non le FMA. Et à côté, il y a ce qu'on appelle la Banque centrale africaine, dont le siège est à Abuja, au Niger. Au niveau de la Banque centrale, rien n'a encore été fait, c'est encore dans les... Attends, il était projeté qu'en 2023, effectivement, voilà. Il devait dire qu'à marche, mais hélas... Non, la Banque centrale, elle est prévue en 2028. 2045. En fait. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il n'est pas question de nous dire que nous sommes bloqués parce que nous sommes endettés au niveau international, nous avons le franc CFA qui nous obère, mais c'est plutôt d'utiliser ces mécanismes, ces instruments qui existent pour aller de l'avant en nous fondant sur l'expérience de cette monnaie commune qui permet déjà de savoir comment on fonctionne quand on est à plusieurs États différents qui partagent une même monnaie, hein, comme les Européens aujourd'hui avec l'euro. À l'arrivée donc du FMA, Fonds monétaire africain, qu'est-ce qui devrait logiquement changer? Bon, ce qui doit d'abord changer, c'est au niveau de, comment dire, l'élaboration des grands projets structurants africains où on aura donc des financements suffisants
et qui permettront aux différents États de pouvoir les mettre, c'est-à-dire les routes, les infrastructures de base. C'est-à-dire que la connectivité dans les régions, on parlait d'électrification de l'énergie tout à l'heure, c'est-à-dire que de financer ces projets qui vont permettre à l'économie de tourner, de fonctionner normalement et de permettre aux Africains d'améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de vie. Alors, à quoi servira donc le Fonds monétaire international dans ce moment-là? On va lui tourner le dos? Non, le Fonds monétaire international va rester, sauf que ce ne sera plus la priorité pour nous. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ce chantage permanent du Fonds monétaire et ils ne viendront plus nous imposer des politiques d'ajustement structurel. C'est ça. Et on pourra se passer. On pourra se passer effectivement du Fonds monétaire international. Alors, Junior Abédan, peut-être vous souhaiterez également lancer le débat. Au dire de monsieur le ministre, vous avez suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Oui, mais le constat est clair. Vous voyez que l'initiative même de mettre en place ce fonds africain vient à point nommé. Mais sauf qu'il y a des États qui cherchent à biaiser un peu, à torpiller ce projet. Oui. Et c'est déplorable parce que en Afrique, généralement, les pays africains, surtout ceux qui sont francophones comme nous, qui sommes condamnés, c'est-à-dire on est liés par les accords de coopération, ça devient encore, c'est une pesanteur davantage. Vous comprenez un peu, le pacte foussien, les accords magicaux, enfin, tous ces accords qui sont dans l'obscurité qu'on ne voit pas. Et tout ça, ça pose un problème. Et la qualité de nos dirigeants aussi. Est-ce qu'on a des véritables panafricanistes à la tête de nos États qui veulent vraiment, qui donnent de véritables plaidoyers de l'Afrique? Ça, on se pose des questions. Voilà donc aujourd'hui des pays comme le Mali, le Niger et puis les autres qui s'émancipent complètement du joug colonial français. Est-ce que nous, au niveau de l'Afrique centrale, le message sera accepté de la même façon? Parce que mettre en place une méga structure comme celle-là, c'est un affront à l'establishment international. C'est-à-dire, c'est dire que vous allez compétir. Nous avons grandi. Nous pouvons dire que est-ce qu'on est assez émancipé actuellement quand on sait le sort qui est réservé à certains chefs d'État qui ne naviguent pas dans le bon sens? That's the question. On sait que beaucoup sont d'ailleurs morts parce qu'ils voulaient sortir du franc CFA. Mais à partir de 2019, effectivement, on va rappeler qu'il était prévu d'établir une communauté économique africaine pour une monnaie unique d'ici 2023. Je ne sais pas si ça a aussi été repoussé, monsieur le ministre. Non, cela a été repoussé parce qu'effectivement, vous comprenez bien que lorsque ces décisions ont été prises il y a plus de 30 ans, parce que 1991, il y a plus de 30 ans. Effectivement. Et l'Union africaine même, l'acte constitutif a été pris en 2000. L'Union africaine a commencé en 2002. Ouais. Voilà. Donc, en 91, les institutions étaient déjà prévues, c'est-à-dire la Banque centrale, le Fonds monétaire. C'est là, c'est dans le traité d'Abuja qu'on prévoit ces institutions financières. Et que l'acte constitutif de l'Union africaine qui est adopté en 2000 va reprendre de manière formelle. Et petit à petit, les choses sont mises en place. Vous voyez donc que, compte tenu des difficultés internes au niveau régional africain, qui font que le calendrier initialement qui a été pris, parce que lorsqu'on adoptait, on estimait que, en 2023, nous y sommes, on aurait déjà mis en place tout cela, parce que, d'ailleurs, c'était prévu à partir de 2017. Il y avait des instruments qui devaient être en place en 2017, 2018 et la haute marge en 2023. Le projet de la création de la monnaie est toujours vivace parce que ça fait partie des objectifs de l'Union africaine. C'est-à-dire que la Banque centrale, je vous l'ai dit tantôt, son objectif à terme, c'est de créer une monnaie unique africaine. C'est ça l'émission de la Banque centrale africaine. Comme l'euro existe pour l'Union européenne. Donc c'est ça pour les Africains. Donc, mais il y a des étapes à franchir pour arriver à la création de cette monnaie. Des étapes préliminaires sur lesquelles les experts africains sont en train de travailler pour justement ajuster les économies intégrées, parce que nous avons des économies totalement disparates, vraiment, qui ne sont pas au même niveau. Mais ça aussi, ça devrait pas être un facteur bloquant, mais plutôt de voir comment accommoder les uns les autres. Vous souhaitez également le bandit, Junior? Juste l'aspect global de la chose, tel qu'on voit aujourd'hui avec les BRICS, l'ouverture, il y a plusieurs pays africains qui ont intégré les BRICS. Est-ce que ça ne pose pas problème? La perspective de ce fonds monétaire africain, est-ce qu'avec les pays africains qui sont en train de se disloquer et qui vont directement rendre dispersés, et aujourd'hui ça arrive vers les BRICS, est-ce que ça n'augure pas des mauvaises perspectives? Non, au contraire, pour nous Africains, c'est une bonne chose parce que l'Afrique a toujours contesté l'ordre mondial existant. Parce que l'ordre mondial qui prévoit aujourd'hui, qui date de 1945, c'est un ordre qui avait été élaboré sans les Africains.
C'est ça que nous subissons. Aujourd'hui, avec l'avènement des BRICS et la bataille que mènent les Africains, c'est pour que nous ayons notre place dans le Conseil des Nations. Et l'ordre mondial nouveau qui est en construction se fera obligatoirement avec l'Afrique. Alors, la présence des pays africains au niveau des BRICS, ça participe de cette dynamique où les Africains doivent être au niveau de tous les théâtres d'opérations importants. L'Union africaine a été cooptée pour devenir membre du G20 en tant qu'organisation. Tout à fait, en tant qu'organisation, oui. Ça veut dire que tout ce qui va se faire au G20, les Africains auront leur œil. Et peut-être leur mot à dire aussi. Effectivement. Junior Abena, peut-être sauter aussi dire un mot là-dessus. Moi, l'aspect, honnêtement, sur le papier, le document, quand vous le lisez, c'est parfait. Mais 30 ans déjà qu'on attend, ça pose un problème. Et il faut quand même que ça commence un jour. Et ça peut commencer. Maintenant, le monde devient bipolarisé. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Et les pays ne peuvent pas vivre, je vais dire, en autarcie. Un pays comme le Cameroun a besoin de s'ouvrir. Et c'est dommage que, quelquefois, ces pesanteurs-là nous rattrapent et nous empêchent d'être compétitifs. Nous dépendons toujours. Vous voyez un peu un pays qui a sa monnaie au trésor français, ça pose un problème. Et puis bon, maintenant on va vous dire on va créer une nouvelle banque ou bien un fonds mondial, un fonds africain, un fonds mondial africain, monétaire africain autant pour moi. Mais l'idée, honnêtement, quand vous lisez, c'est parfait, c'est génial. Mais est-ce que les acteurs eux-mêmes, les chefs d'État, les décideurs africains ont cette vision panafricaniste que nos pères ont toujours prôné depuis des années. Il a été démontré que ces chefs d'État ont bel et bien cette vision. C'est de ça que nous parlons là depuis. Qu'effectivement, il y a cette vision. Mais là, maintenant, il faudra se donner les moyens d'y arriver. Peut-être c'est ces moyens-là qu'il faudra donc rechercher. Alors, monsieur le ministre, c'est un pays africain, frappe également à la porte du bloc des BRICS. D'ailleurs, Nadia, 4 ou 5 qui sont à l'intérieur. Là aussi. Ils sont 3 actuellement. 3 actuellement, ok. Et là, l'Éthiopie. Tout à fait. Là, il faut aussi des cotisations. Là, est-ce que ce n'est pas un obstacle, là, véritablement, pour nos fonds monétaires africains, qui devraient plutôt concentrer, on va dire, les efforts de tous les pays africains, mais lorsque ces pays sont déjà dispatchés sur plusieurs blocs, on a un manque à gagner, là. C'est pas un problème, c'est pas un manque à gagner, parce que, effectivement, les BRICS choisissent des pays qui ont des capacités à les rejoindre. Vous voyez, l'Algérie qui frappait à la porte des BRICS n'a pas été retenue, parce que le PIB algérien ne permettait pas à ce pays de pouvoir rejoindre les BRICS, parce qu'effectivement, certains membres, puisqu'il faut l'unanimité, ont estimé que l'économie algérienne n'était pas assez diversifiée. Donc, c'est pour cela qu'il a bien dit que le Cameroun ne peut pas vivre en autarcie, et les Africains ne vivent pas en autarcie. Quand on crée toutes ces institutions, c'est pour que nous puissions échanger avec le reste du monde, mais sur, comment dire, avec plus de respect, un pied d'égalité, avoir un véritable partenariat. On ne veut plus de la coopération. Le temps de la coopération tel qu'on l'a vécu par le passé est fini. Ce que nous voulons, c'est des partenaires. Tout à fait. Chacun à son niveau. Là, vous faites votre travail d'informer, d'expliquer, mais que moi qui suis diplomate, je dois faire mon travail de diplomate à mon niveau pour que les intérêts de mon pays soient bien défendus. Tout à fait. Oui, à tous les niveaux. Donc, c'est ça, que chacun à son niveau fasse ce qu'il a à faire pour que nous atteignions ces objectifs et que nous sortions de la misère que nous décrions. Très bien, ça sera là votre mot de fin. Simon-Pierre Obamila, merci beaucoup, ministre plénipotentiaire, actuellement responsable à l'antenne protocolaire et consulaire du MINRES, ministère des Relations extérieures à Douala. La deuxième partie, effectivement, nous voulons nous interroger sur les coupures régulières de courant électrique et l'approvisionnement approximatif du carburant. On a d'ailleurs vu les stations faire le stand-off. On a vu des gens gronder par-ci et par-là. On a vu des citoyens en difficulté pendant quelques jours du fait du manque du carburant, une question qui commence déjà à tarauder les esprits des Camerounais, au point où on se demande dans quel pays nous nous retrouvons. C'est peut-être que nous parlons peut-être de la théorie du complot. Est-ce que vous voyez également ça comme ça, Junior Abena? Vous savez, la théorie du complot existe déjà bel et bien lorsqu'on parcourt l'ensemble des incidents qui sont mis en lumière, sans compter ceux qu'on ne voit même pas encore, parce que le pays traverse depuis quelques années une véritable turbulence. Nous sommes dans une zone de turbulence. Qui crée dans cette turbulence-là? La théorie du complot vient-elle confronter la théorie, même le coup d'état scientifique? Parce que tout ça là nous fait croire que nous sommes dans un pays qui n'est plus gouverné. Parce que, comment comprendre
que la Sonara qui a été incendiée depuis 2019, il n'y a que depuis 2 jours que le gouvernement camerounais décide comme ça de vouloir libéraliser le secteur, de permettre à tous les marketeurs de pouvoir aller acheter le carburant partout et pour revendre au Cameroun. Parce que la Sonara, on le sait bien, la Sonara est en difficulté parce qu'il y a eu un incendie qui a brûlé les équipements et bien d'autres choses. Du coup, la Sonara ne peut plus traiter le carburant brut parce que la Sonara importait le carburant brut pour le traiter et permettre que, donc 80% de la consommation locale, mais même à partir du moment où cette consommation-là n'est plus, ce potentiel-là n'est plus effectif, on commence à naviguer dans des eaux troubles. Et ça fait que maintenant, le Cameroun, la parole du gouvernement camerounais n'est plus respectée à l'international parce que lorsque vous travaillez, vous négociez avec des traders qui prennent de la marchandise, qui prennent du produit à l'international et vous livrent au Cameroun et qu'il y a des impayés, ça impacte sur les rapports dans tous les secteurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le problème au Cameroun actuellement, c'est pas un problème, c'est un problème de vision, un problème de gestion, d'approvisionnement et d'organisation dans ce secteur. Le Cameroun a des dettes énormes à l'international en termes d'achat du carburant auprès de nos traders. Et du coup, beaucoup ne veulent plus travailler le Cameroun parce que le Cameroun est insolvable. L'insolvabilité de la dette est énorme. Du coup, on se retrouve face à des pénuries comme ça de carburant. Pourtant, c'est 400 milliards de francs CFA qu'il faut pour réhabiliter la Sonara. Pourquoi on tourne le dos à cette affaire? Les 400 milliards, là, c'est virtuel. Quand on dit, par exemple, le ministre dit qu'on subventionne le carburant à hauteur de plus de 400 milliards chaque année, ce sont des impôts que l'État renonce. Mais ce n'est pas de l'argent physique, l'argent factuel qu'on peut injecter dans une économie. Et vous savez que nous sommes toujours tenus par les institutions de Bretton Woods. Le Fonds monétaire international ne veut pas qu'on s'en sorte. Sinon, comment comprendre que la Sonara, qui est une entité qui devait être en production et qui devait étendre même de manière à ce que plus raffiner même le pétrole brut du Cameroun, la Sonara est complètement paralysée. Parce que ça arrange les affaires des bailleurs de fonds. Ils veulent que vous ayez au marché mondial acheter le carburant. Ils veulent que vous soyez dépendant. Et ça fait que votre balance commerciale est toujours déficitaire. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a la rareté de nos devises. Lorsque le Cameroun, vous savez que tout ça, le pétrole, c'est tellement bien structuré. Lorsque vous regardez le code pétrolier, tout est structuré. Donc, tous les intervenants dans cette chaîne savent exactement ce qu'il y a à faire. Que vous soyez trader, que vous soyez marketeur, et chaque personne a sa place. Et maintenant, le véritable problème, c'est le problème des devises. Ça se vend, le carburant, le pétrole se vend en devises. Ou bien par rapport aux bons, il y a les bons du Trésor aussi, qui permettent d'acheter le carburant, le pétrole. Mais lorsque vos devises, vous êtes pratiquement en cessation de paiement comme le Cameroun, mais ça pose un problème. Donc notre balance commerciale, elle est complètement déséquilibrée. Ça fait que du coup, le Cameroun ne peut plus importer. On importe plus qu'on exporte. Et à un moment donné, lorsque vous voulez donc importer, on vous impose que, ok, payez. Parce que vous avez des impayés, vous avez des aérés, vous avez des dettes. Donc voilà pourquoi depuis la fermeture, enfin depuis l'incident de la Sonara, vous avez remarqué que le Cameroun travaille avec plusieurs traiteurs différents depuis quelques années. Ce n'est pas toujours les mêmes parce que la fidélité dans ce domaine, c'est être régulier, être réglo et être solvable. Le Cameroun n'étant pas toujours solvable, beaucoup de traders ne viennent plus au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et le Cameroun est obligé de changer les traders et faire les mêmes abus. Mais vous voyez bien que le changement ne règle aucun problème. Le ministre des Finances, il y a quelques jours, a signé un contrat avec un nouveau trader. Il y a peut-être 3 jours aujourd'hui. Ça va changer quoi? Lorsque vous êtes déficitaire, lorsque vous êtes, vous ne pouvez pas, vous avez un souci avec la rareté des devises. Vous êtes encore obligé de passer par d'autres institutions pour payer à l'international et cumuler des dettes. Parce que ça fait partie toujours de la dette du Cameroun. Parce qu'il y a la dette extérieure, qui est une dette qui est contractée pour réaliser des projets et tout ça. Mais cette nouvelle dette que le Cameroun est en train de prendre, avec l'achat des produits comme le pétrole, tout ça, ça n'arrange pas les choses du Cameroun. Nous ne faisons que nous enfoncer. Et ne soyez pas surpris que, pour finir, qu'il y ait une augmentation sur la taxe pétrolière qui va impacter à la pompe. Ça, je peux vous dire que, tel que ça arrivait là, avec la lettre du ministre de SGPR que nous avons reçue hier soir, qui veut libéraliser le secteur, ça veut dire que l'État va imposer davantage pour régler son ardoise avec le FMI. Ben, le constat, il est alarmant. On ne
peut pas continuer comme ça. Parce que, voyez-vous, le Cameroun a un déficit en matière énergétique de 300 mégawatts. Vous voyez un peu? Donc, où est-ce qu'on prend cette énergie-là? Par rapport aux barrages, à tous les barrages qui ont été annoncés, Méveleux, Mekim, Natigal, qui peut venir combler avec 400, c'est normal, mais Natigal n'est pas encore opérationnel. Entre-temps, il y a eu des barrages comme celui de la Dibamba qui produit, qui tourne avec du gaz. Il y a le barrage de Crébi qui fonctionne avec du fioul. Mais ça, ce sont des matières qui coûtent énormément cher. C'est très onéreux. Alors, est-ce que le Cameroun va continuer à fonctionner avec un colmatage? C'est-à-dire qu'on fait toujours du saupoudrage, on fait toujours, on travaille toujours avec l'approximativité. Tout est approximatif. Il n'y a pas une vision à long terme et qui soit une vision constante et qui vient régler, qui vient résolver le problème. C'est ça. Nous sommes là en pleine crise énergétique qui ne pardonne pas. C'est-à-dire que quand vous ne payez pas, vous ne payez pas vos créanciers, vous ne payez pas vos dettes, vous vous retrouvez dans cette situation. Parlant de l'électricité, avec Eneo qui fait la soudure, vous voyez, déjà même avec les compteurs prépayés, ils ont pondu un communiqué il y a quelques jours où ils nous disent qu'il y a 350 000 compteurs prépayés qu'il faut remettre à jour. Tout à fait. Pourquoi? Parce que les compteurs n'ont pas été bien étalonnés. Nous avons décrié cette situation depuis des années, mais Eneo fait comme s'il ne comprenait pas. Mais entre-temps, ce gap-là, le remboursement, qui va le faire? Vous voyez, depuis combien d'années nous avons crié, nous avons décrié, nous avons prouvé même, avec des preuves scientifiques, des preuves que les compteurs ne sont pas fiables. Les compteurs ne sont pas fiables. Bon, alors c'est aujourd'hui, après plus de 3 ans, que Eneo se rend compte que, ok, ils ont plus de 350 000 compteurs qui vont retoucher, qui vont essayer de mettre... Quand on dit mise à jour, ça veut dire que le compteur a des problèmes techniques. Donc il faut le paramétrer. Soit on va retirer, on va remettre d'autres, soit les techniciens viendront pour par ce qu'on appelle l'étalonnage du compteur. C'est de ça qu'il est question. Donc, ils ont continué c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Bon, nous, on ne peut qu'être indignés quand on voit ce genre de choses. Et des entreprises comme ça qui viennent faire du chiffre au niveau du Cameroun et n'assurent pas le service après-vente. C'est ça la difficulté. Et c'est tellement embêtant, d'autant plus que lorsqu'un pays est endetté comme le Cameroun avait plus de 8 000 milliards de dettes extérieures, la balance commerciale est rompue complètement. Hein, elle est déficitaire. Et ça fait que vous ne pouvez plus rien. Vous êtes sous le joug des multinationales, vous êtes sous le joug des institutions de Bretton Woods. Mais l'État du Cameroun, le gouvernement ne peut pas avoir un langage de sincérité. Ils ne peuvent pas nous expliquer réellement ce qui se passe parce qu'ils savent qu'au fond, ils ont failli. Il y a eu défaillance totale dans la gestion, dans les prévisions. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça les rattrape. Et le constat est vraiment amer et c'est le consommateur, c'est la population qui souffre parce qu'aujourd'hui, les délestages peuvent vous dire que c'est terrible au Cameroun. Et là, que fait Eneo là? Franchement, c'est un peu ça, c'est ça là. C'est ce qui embête. Que fait Eneo? Si le gouvernement lui gâte son cadre, que fait Eneo? Eneo fait ce qu'on appelle Eneo, c'est un vendeur, un revendeur, c'est un marketeur. Donc lui, il prend le produit de la Sonatrach, il prend un produit brut et puis il vous fait la distribution, c'est tout. Et il attend que vous payez. Maintenant, entre les paiements, les surfacturations et tout ça, Eneo s'en fout. Eneo s'en fout. Et même malgré ça, que nous soyons dans une période assez stratégique, c'est-à-dire en fin d'année, et voyez-vous que c'est toujours à cette période-là qu'ils font leur chantage. C'est toujours à cette période-là. Parce que mettre en arrêt deux centrales comme Crébi et la centrale de Dibamba, c'est criminel. On ne sait pas comment il peut expliquer ça. C'est-à-dire que comment vous pouvez être une entreprise et vous parlez vous dites que vous êtes une entreprise qui respecte la logique des choses et vous privez les électricités aux Camerounais en plein décembre. C'est impensable. C'est inacceptable dans un état de droit comme le Cameroun. C'est ce qui se vit pourtant. Mais c'est ce qui se vit. Donc ils ne peuvent apporter aucune solution si l'État lui-même ne vient pas, dont la dette est énorme, parce que l'État aussi c'est un mauvais payeur. L'État ne paye pas sa dette.
Ça fait que du coup, Eneo va leur dire, bon écoutez, vous-même, le gouvernement du Cameroun, vous regardez, l'État du Cameroun me doit des milliards, vous consommez, vous ne payez pas, et puis maintenant vous me demandez d'aller acheter du fuel ou bien du gaz pour renforcer les barrages, je ne peux pas, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. L'État est insolvable partout. Donc on le sait, c'est-à-dire que c'est l'incompétence notoire à caractériser. On va plus revenir ici sur nos dirigeants, on connaît ce qui se passe. Mais pourquoi ne pas expliquer aux Camerounais la situation de façon claire pour que chacun sache à quoi s'en tenir. À quoi s'en tenir. Nous sommes dans une situation où tout le monde, chacun on nous pond des communiqués, on nous dit des choses qui n'ont pas lieu, mais à la fin, c'est les mêmes qui viendront pour vous imposer, pour réclamer les impôts, les taxes et tout ça. Et c'est vraiment déplorable pour un pays comme le Cameroun qui traverse cette situation, des pénuries dans tous les sens. Ça ne résout pas les choses, ça ne nous réjouit pas du tout. Très bien. Alors, nous, Abena, on est en train de sortir sur la question. Alors, théorie du complot, on s'interroge, est-ce vrai? Ben, ça dépend de quel bord vous prenez la théorie du complot, comme je vous ai dit. C'est-à-dire les gens qui ont intérêt à ce que tout soit bloqué. Oui, le chaos. Les gens veulent susciter l'évolution du peuple, une certaine révolte du peuple, et alors venir au pouvoir comme ils veulent. Vous savez, c'est le même gouvernement. Lorsque les médias commencent à critiquer, on dit, voilà, vous n'aimez pas le Cameroun. Mais ce qui s'est passé il y a quelques jours devant les stations-service était de nature à créer même un renversement total. Parce que imaginez-vous un incendie, imaginez-vous des bagarres. Moi, j'ai vu dans certaines vidéos des réseaux sociaux, des gens se bagarraient dans les stations avec des bidons et tout ça. Bon, imaginez-vous que ça s'embrase dans tout le pays. Qui va contrôler ça? Donc, c'est une théorie qui tient la route. Sauf qu'il faut aussi regarder la logique même des choses. C'est-à-dire qu'on veut pousser les Camerounais à bout. Les Camerounais sont des gens qui ont beaucoup de patience. Parce que sinon, c'était ailleurs. Je peux vous dire que la Grande Populaire aurait créé des incidents à tous les niveaux. Mais les Camerounais ont beaucoup de la réserve. Vous savez, on a vécu des villes mortes ici à Douala. On sait comment la ville de Douala a été paralysée, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a tellement de la réserve que... Mais les politiques ne veulent pas ménager le peuple. Et veulent pousser peut-être les gens à leur dernier retranchement. Et ce qui va arriver, va arriver. On a vu les émeutes de la faim ici, hein. On n'a pas demandé aux gens de marcher. Les gens se sont levés parce que la vie chère et tout. Voilà. Donc, je pense que l'État, le gouvernement a vraiment intérêt à ménager cette situation de carburant surtout. Parce que s'il y a augmentation sur le carburant, je peux vous dire que là, il y aura une véritable grogne. Parce que depuis que les prix ont été stabilisés, on vit un peu moins d'austérité. Bon, maintenant... là où le ministre, le SGPN nous demande de réhabiliter la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, la CSPH, cela signifie simplement que on va libéraliser le secteur, on va permettre à tous les marketeurs de pouvoir aller acheter leur carburant, leur pétrole, partout où ils veulent. Et de venir vendre à leur prix. Et venir vendre pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Parce que, disons que si à la vendre à leur prix. À leur prix. C'est vrai que les prix sont harmonisés. Parce que quand la CNPH est là, elle harmonise le prix. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'État, c'était... tous ces tasses que l'État avait renoncé, l'État sera obligé maintenant de les appliquer. Parce que quand vous allez acheter votre carburant ailleurs, vous revenez vendre au Cameroun, l'État est obligé de vous imposer tout ce qu'il faut. Hein. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Moi, je vois ça, c'est comme ça que moi je vois ça. Donc, soyez-en sûrs qu'en 2025, en 2024, c'est qu'il y aura une augmentation sur le prix du carburant. Tel que nous voyons la lettre du... Il ne faudra pas qu'on dise qu'à Dash TV, on a dit qu'il y aura augmentation du prix du carburant. Non, moi, c'est une prévision. Ça dit, moi, c'est l'analyse que je... C'est une spéculation. Mais quand vous voyez l'économie du Cameroun, c'est inquiétant. Mais ça serait dangereux. 1 franc en journée dessus, ça va créer le problème. Notre balance commerciale est complètement déficitaire. Il faut voir les choses claires. L'État n'en peut plus. La Sonara ne peut plus acheter, puisqu'elle-même, elle est complètement démantelée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'État décide que, OK, on dit aux particuliers, aux marketeurs, allez acheter et venir vendre. C'est-à-dire que même au Nigeria, maintenant, on peut aller au Nigeria acheter. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas... On peut alléger les peines. On peut alléger les peines dans les impôts, par exemple. Dans la on ne va pas alléger, justement, parce que l'État a renoncé. Voyez-vous, l'État lui-même était le principal acheteur. C'est-à-dire le principal trader. Il achetait auprès des traders. 80%, à l'époque, quand la Sonara était opérationnelle. Donc maintenant, l'État ne peut plus. Alors, il dit, OK, moi, je libéralise le secteur.
tout le monde peut négocier avec un trader pour faire venir le carburant au Cameroun. Mais seulement que la loi pétrolière, le code pétrolier est clair. Lorsque vous allez commencer à importer, que ce soit au Nigeria à côté, que ce soit au marché mondial, l'État va prélever ses impôts. Et c'est ça même la véritable mission derrière cette libéralisation. Et qui va obliger l'augmentation du prix où voulez ou C'est pas. clair. Parce que le FMI aussi veut récupérer son argent. Donc, quelque part, on va dire, bon, il y a une niche là-bas, il faut augmenter les impôts pour récupérer et permettre d'équilibrer notre balance commerciale qui est déficitaire, malheureusement. Alors, on va sortir. Junior Abena. Le conseil, il est clair. Nous demandons simplement que le gouvernement en place essaye de faire des efforts. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est intenable. Vous voyez qu'en termes de carburant, nous avons besoin de 5000 mètres cubes par jour. Ce n'est pas rien. 5000 mètres cubes par jour de carburant. Et quand vous voyez on vous demande maintenant aux marketeurs d'aller acheter auprès des traders et venir revendre par jour. Vous imaginez un peu ce que ça représente en termes de devises, en termes de... Donc maintenant, l'État veut se dédouaner d'un certain poids, oubliant qu'on avait une structure comme la Sonara qui pouvait stabiliser, qui pouvait... Alors la solution, c'est réhabiliter la Sonara. La solution, peut-être pour le moment, n'est pas de réhabiliter, peut-être explorer le côté du Nigeria avec la mise en place de la raffinerie de Dangote, qui peut venir nous combler rapidement le gap, parce que nous produisons le pétrole au Cameroun. Donc on peut faire raffiner et vendre notre carburant, notre pétrole, ou bien le ramener dans le circuit interne. Donc il y a ça. Et puis, concernant l'électricité, vraiment... On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. On n'a que des yeux pour pleurer. Comme disait quelqu'un, nous n'avons que des yeux pour pleurer et les chiens n'ont que de la bouche pour mordre les os. De toute façon, ça sera ainsi. Et malheureusement, ça sera ainsi. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui.